Donc, pour simplement remercier Eric de venir nous parler de football ce soir. Et donc, il y a eu donc sur l'annonce de cette soirée des réactions sur la page de l'événement Facebook où un certain nombre de personnes disent franchement, on a autre chose à penser que le foot en ce moment. Le foot, de toute façon, c'est pas bien, c'est de la corruption, ou alors ce sont tous des imbéciles. Bref, on n'en a rien à faire du foot. Voilà, il y a des réactions comme ça. Et moi, j'ai fait une petite réponse qui vaut ce qu'elle vaut, mais je dis ne vous méprenez pas, ne nous méprenons pas, parce que ce soir, peut-être que vous allez voir avec Eric que nous pouvons, à l'occasion du football, parler de Nietzsche, de Bergson, de Merleau-Ponty, d'Heidegger. Bref, on peut parler de l'existence, de de l'être, Saint-Augustin. de la métaphysique. Bref, finalement, on peut parler de notre réalité humaine. Voilà, donc j'ai essayé de dire que quand même, venez, ne restez pas sur votre préjugé négatif qui est justement l'objet du livre d'Éric qu'il a écrit et qui s'appelle Précis de décomposition du football à l'usage des connaisseurs. Donc, on y reviendra peut-être sur à l'usage des connaisseurs. Et donc, qui vient juste de sortir. Hein. C'est un livre qui est préfacé par Marc Barrault, qui est parmi nous et qu'on salue, et qui est un autre. Alors, je ne sais pas si on peut dire aficionado du football, parce que c'est plus que ça. C'est plus que passionné, même. C'est donc des spécialistes. Alors, bref, des connaisseurs, pour reprendre le terme de l'ouvrage. Et donc, ce livre a été édité aux éditions Ovadia et il est à peine présent dans les librairies qui, malheureusement, comme vous le savez, sont fermées. Mais donc, je ne vais pas vous inciter à aller sur Amazon, évidemment. Attendez que la librairie ferme. De toute façon, vous pouvez commander des livres en téléphonant au libraire et prendre rendez-vous pour vous approvisionner en livres si vous le souhaitez. Hein. Donc, vous n'êtes pas obligé d'aller sur les plateformes des GAFAM. Bien, je vais laisser peut-être d'emblée la parole à Eric. Bon, la question, est-ce que la passion foot est passée elle amène plein d'autres questions. Hein, et pourquoi parler du foot aujourd'hui, tout simplement, hein. Bien, merci Philippe Lenis, merci à tous les bénévoles et volontaires de l'Université populaire des Ardennes. C'est la deuxième fois pour ma part que j'ai l'occasion d'être invité par vous. Alors j'observe que vous êtes vraiment des champions du numérique, contrairement à moi qui ne suis pas un spécialiste du digital, puisque vous parvenez presque à créer cette convivialité qu'on ressent quand on vient chez vous. Je dis presque parce que c'est vrai que l'écran impose une forme de distance que nous regrettons tous. Donc les choses en sont là. C'est très très sympa de m'inviter. Je remercie évidemment tous les participants qui sont là venus, qui ont fait l'effort de télécharger et de surmonter eux aussi des problèmes techniques probablement, et notamment les élèves, puisqu'il y a quelques élèves qui me font l'amitié d'être là ce soir. Et puis, je remercie Marc Barrault, qui a eu la gentillesse et l'extrême, je dirais, sollicitude pour mon travail. Et donc, vraiment, c'est un témoignage d'amitié qui m'honore, il le sait, je lui en sais gré. Le livre est disponible en ligne et je tiens à vous le dire sur pas mal de sites. On est privé de la diffusion en librairie, mais j'y reviendrai après si vous voulez. Donc je vais parler, je pense, une vingtaine de minutes
autour de ce livre qui s'est écrit il y a à peu près une année. Et donc, une année, c'est assez long, la matière a le temps de s'évaporer, mais la question que vous m'avez posée, cher Philippe, me permet de débuter, de formuler, disons, la matière de ce livre, de la régurgiter, si je puis dire, avec un axe, une problématique qui me semble tout à fait intéressante, qui est celle de la passion, peu importe qu'on ait formulé ça à partir du foot passion, de la passion du foot. Je vais essayer de rendre compte de cette espèce de duplicité dans laquelle le football est installé. Donc, la passion du foot, c'est pas une question en tant que telle, c'est pas encore la question, comme quand on dit, comme lorsqu'on dit c'est la question. Avant de parvenir à ce stade, c'est simplement une interrogation pour le moment. Donc, il faut la soumettre à la patience de l'interrogation, à la patience du concept, pour peut-être l'amener à la lumière et à la signification. Voilà, une petite remarque préliminaire. Donc, je vous remercie de la patience que vous aurez d'entendre les quelques développements peut-être un peu fastidieux à ceux qui ne sont pas accoutumés aux distinctions de la philosophie, mais qui sont nécessaires pour installer, comme je viens de le dire, cette interrogation sous la forme d'une question qui sera peut-être une bonne question, enfin je le souhaite. Voilà pour ces quelques propos préliminaires. J'oubliais l'essentiel en ce début de séquence. Je souhaite vivement dédier cette intervention à la mémoire de Laurent Douzamy, qui fut pour moi un coéquipier lorsque, modeste joueur de district, j'évoluais sur les terrains des Ardennes. Et donc je pense à lui très fort. Il nous a quittés il y a quelques années. C'est le moment pour moi de rendre hommage à ce dirigeant aussi et cet éducateur passionné que fut Laurent Douzamy. La passion du foot est-elle passée? Le foot est désormais un phénomène planétaire. Pareil, dit très joliment Marc Barrault, à l'empire de Charles Quint sur lequel le soleil ne se couche jamais. La saturation des retransmissions, l'indécence des salaires, l'inconvenance du comportement des joueurs, souvent, parfois, la multiplication des compétitions factices provoque chez un grand nombre d'entre nous, vous en êtes fait l'écho tout à l'heure, Philippe, la nausée, une certaine nausée, un dégoût, un dépit, appelons-le comme on veut. Et ainsi, dans cet ordre-dié, Robert Redeker demande-t-il en 2016 mais peut-on encore aimer le football? Alors pourquoi je cite ce livre de Robert Redeker? Je vais quand même le montrer. Pourquoi peut-on encore aimer le football? Parce que cet ouvrage, hein, dont je suis l'auteur, vous l'avez rappelé, et qui sert de base à cette intervention, se veut dans un autre ordre et sur un autre mode. Je vais m'en expliquer. Peut-on encore aimer le football? Est en lien avec le thème du jour, à savoir la passion. Et ça appelle de ma part, à titre préliminaire, dans cette introduction, deux remarques. La première, c'est, il me semble que si ce genre de réquisitoire atteint son but, à savoir condamner le foot et avec lui la société qui l'a fait naître, en revanche, il me semble, et ça nous ramène à la question du jour, qu'il n'atteint pas nécessairement son objet. À savoir que si l'angle d'attaque, c'est de dénoncer la société dans son ensemble, est-ce qu'on atteint véritablement à l'explicitation de l'essence de la passion du foot, qu'il me soit permis d'en douter? Donc je dirais tout de suite que le précis de décomposition, en dépit de son titre qui peut paraître inutilement ou excessivement alarmiste, ne se trouve pas dans le même positionnement. Et notamment, il n'est pas ici question de faire un ouvrage, pour moi ça n'a pas été, la question n'a pas été de faire un ouvrage de sociologie du foot et d'amener un regard négatif ou dépréciateur. Tous ceux qui l'ont lu l'auront remarqué. Peut-être que si Redeker s'exprime comme il s'exprime dans son livre,
c'est parce que son propos a été de demander si aimer est encore possible. Or, aimer, comme chacun le sait, c'est apprécier, juger. On peut aimer les pommes ou préférer une autre variété de fruits, mais il ne s'agit en aucun cas d'une démarche pleinement philosophique, plutôt d'une démarche d'ordre moral, qui tombe sous le coup justement du reproche de n'être pas suffisamment passionné, ce que je ne suis pas pour ma part. Donc, celui qui se perd dans sa passion, dit saint Augustin, a moins perdu que celui qui perd sa passion. Et je crains que ce genre de commentaires ou de dépréciations qui portent sur le football, qu'elles soient émises par des profanes de ce genre de jeu, sous l'angle de la détestation, ou par des philosophes, disons le mot, manquent leur objet. Alors je vais tenter, moi, de ressaisir en effet le sens, dans un premier temps, de ce que peut avoir à dire le passionné de football à celui qui l'est moins, et ça me permettrait de préciser alors ce que signifie être passionné. Se perdre dans sa passion, être passionné, voilà des dimensions qui éclairent l'existence. Cette phrase de saint Augustin que je viens de rappeler nous le montre. On peut tout à fait tomber dans l'excès contraire, adorer le foot plus que tout. On peut aussi tomber dans une forme de défaillance vis-à-vis du foot et le goûter comme un objet lointain. Il s'impose à nous dans l'espace intellectuel comme dans l'espace social où effectivement il rencontre un certain nombre de détracteurs. Donc vous l'avez rappelé tout à l'heure, cher Philippe, le livre est dédié à l'usage des connaisseurs. Alors, qu'est-ce que j'entends par connaisseurs? Ce ne sont précisément pas des experts ou des spécialistes, ce ne sont pas les commentateurs, les journalistes ou les amateurs, non, les connaisseurs, c'est ceux qui se reconnaissent dans ce genre de formule, dans ce genre d'aphorisme qui porte sur la passion. Le football, dit William Shankly, dit Bill Shankly, ce n'est pas une question de vie ou de mort, c'est bien plus important que cela. Alors, qu'est-ce qui est dit ici du football, en tout cas de la passion du football? C'est qu'elle est importante. Elle est importante pour l'existant. Ici, Bill Shankly ne dit pas l'essence du foot, il ne dit pas ce qu'est le foot profondément, quelle est la relation simplement de la passion au foot, mais il dit que toute relation au foot est nécessairement passionnée et qu'elle amène quelque chose qui est de l'ordre de l'essentiel. Au fond, toute grande passion se signale à notre attention par trois traits caractéristiques qu'on retrouve dans cette citation de Bill Shankly. Elle anime, elle mobilise celui qui en est le siège, elle le définit individuellement. On peut être un passionné, on peut être un connaisseur, on peut être un supporter, et à chaque fois, ça vous définit individuellement. Et ça vous définit individuellement, donc ça vous définit aussi collectivement. Ça vous permet de passer d'une ligne existentielle à une ligne sociale, collective, et de vous définir dans l'espace social. Il y va d'une identité pour le passionné de football, comme il y va d'une identité pour le pêcheur à la ligne, qui peut effectivement se retrouver dans une association, que sais-je encore. Et puis, dernier critère de la passion, dernière caractéristique de la passion se définit étymologiquement comme cette faculté qu'on a, qu'a tout existant, de pâtir, de telle sorte, comme le rappelait saint Augustin, qu'à perdre sa passion, on perd beaucoup de soi-même. Saint Augustin en a été un commentateur et un philosophe, a été un philosophe de l'ascédie, cette négativité ou cette dépression, on dirait aujourd'hui dans le langage moderne. Donc, il ne s'agit pas de prendre à légère, surtout pas, la passion du football. Mais il s'agit aussi de dégager très rapidement l'idée que si la passion est vectrice d'identité,
Elle l'est pour moi, elle l'est pour vous, sans doute aussi, qui m'écoutez. Force est de reconnaître que la multiplicité de passions, des passions du football ne forment pas forcément une unité homogène qu'on pourrait appeler la passion du foot. Et il est à se demander si certaines passions plus identitaires, comme celle des foules qui envahissent les stades, criant leur violence, propageant leur haine, n'est pas en opposition avec cette passion plus rationnelle, plus intellectuelle, en un mot plus essentielle, qui serait celle des connaisseurs. Alors, je vois que cette hiérarchisation entre les passions qui seraient des parts saines et puis des passions malsaines pourrait tomber sous le coup de votre reproche. Vous qui m'écoutez pourriez me dire, mais n'y a-t-il pas quelque chose d'arbitraire de votre part à refermer cette question des passions du football en classifiant, en répertoriant et en hiérarchisant celles qui sont bonnes et puis, pour faire court, celles qui sont mauvaises. Ce serait en effet tout à fait légitime de m'opposer cela. Il faudra donc montrer, nous allons le faire rapidement, que la question n'est pas tellement celle des passions du foot, mais de la passion du football lui-même. Est-ce que nos représentations du foot coïncident entre elles? Mais surtout, est-ce que ces représentations portent atteinte à la passion qui émane du football lui-même? Je m'aperçois que j'ai oublié de déclencher mon chronomètre, donc je compte sur vous, cher Philippe, pour m'arrêter le moment venu. Donc, est-ce qu'on peut repartir de l'essence du foot et examiner comment les différentes passions du football peuvent ou non lui porter atteinte, au fond, lui faire violence. Au fond, le débat qui agit dans l'opinion publique, c'est de savoir si, en gros, le football d'avant n'est pas mort sous les coups de la violence du foot d'aujourd'hui, sous toutes ses formes. Donc je vais examiner effectivement cette question en distinguant d'une part la violence des supporters, que je traiterai en premier, décrivons-la maintenant, et puis ensuite j'examinerai quels sont les enjeux qui peuvent porter atteinte ou faire violence à ce que j'ai appelé la passion centrale, appelons-la comme on veut, mais qui est en gros la description de l'essence du foot. Est-ce que les passions peuvent, étant multiples, chacune avec sa propre force, est-ce que ces passions peuvent porter atteinte à l'essence du foot? C'est le propos qui m'a guidé, je crois, le fil directeur de cet ouvrage. Et ça nous permettra, dans un troisième temps, de dire l'essentiel, à mon sens, sur le football, à savoir quelle est l'essence du football que j'entends décrire sous le terme de jeu. Voilà, alors, permettez-moi de faire une deuxième ou une troisième distinction philosophique. Ici, quand on pense aux supporters ultras, on pense souvent à leur comportement de violence. Et c'est cette violence qui semble être la passion qui porte le plus atteinte à ce qui serait le football idéal, le football du jeu, etc. En quel sens la violence des supporters pourrait-elle porter atteinte au jeu? Alors bien sûr, les supporters ultras sont agressifs, mais ce n'est pas en ce sens-là que je trouve le plus pertinent de parler de violence. La violence qui émane des supporters ultras peut avoir le sens de contrainte. Et je vais vous expliquer comment on peut la penser comme une contrainte. Je vais le faire à partir d'un élément très simple de la physique d'Aristote. Aristote dit dans sa physique, je crois que c'est au deuxième livre de sa physique, il explique, il décrit les phénomènes naturels. Et il dit que le feu, il parle du feu, il dit que le feu, finalement, son mouvement naturel, c'est d'aller vers le haut.
et que donc contraindre le feu à se diriger vers le bas, c'est lui faire violence. Est violent tout mouvement qui dirige sa force contre le naturel de quelque chose. Alors on voit bien qu'on est dans un lexique tout à fait proche ici de celui des passions, on est dans le lexique, dans la description de la vie. Quelque chose vous contraint et limite l'expression de ce qui fait votre essence, votre naturel. Voilà. C'est à mon sens, dans ces termes, qu'il faut penser la négativité des supporters ultras en termes de passion, leur influence sur ce qui serait le centre du football, à savoir le jeu. Alors, il faut décrire un tout petit peu maintenant ce qu'on entend par supporter ultra. Et là, on va rentrer vraiment dans le vif et dans la description de ce que j'appelais les enjeux. Maintenant, la question est de savoir si, effectivement, les enjeux dont la passion des supporters ultra n'est qu'un élément, ne viennent pas faire violence au jeu. Donc les supporters ultras, qu'est-ce que c'est que les supporters ultras? C'est effectivement un concept, on fait une description, une entité, le supporter ultra, qui n'existait pas il y a encore 20 ou 25 ans. Il y avait effectivement le hooligans dans les stades, il y avait des hooligans, il y avait des supporters traditionnels, souvenez-vous, mais les supporters ultras sont une construction plutôt identitaire, plutôt récente. Je les caractériserai par trois choses. D'abord, la dimension sociale, identitaire. On trouve peu de cadres supérieurs ou de classe moyenne. Ce sont des gens qui, en général, viennent des milieux extrêmement populaires, qu'on trouve dans les stades, en effet, animés par des intentions qu'on pourrait résumer sous un mot, un fil directeur, un mot, un terme global, c'est la pression. Les supporters ultras sont là pour faire pression. Or, là où les hooligans avaient envie d'en découdre avec les supporters adverses, là, on est dans un cadre un peu différent, il s'agit de faire pression. Donc la passion qui anime le supporter ultra est dirigée non pas simplement vers l'autre, mais vers l'autre tous azimuts. Et je crois que c'est une chose tout à fait importante. La troisième caractéristique, donc, une première caractéristique, c'est l'identité sociale des supporters ultras. La deuxième, c'est la volonté de faire pression tous azimuts, non seulement donc sur les supporters adverses, mais également sur les joueurs, y compris sur les joueurs de son propre camp. Hein. Vous voyez des joueurs contraints, comme ça a été le cas l'an dernier, des joueurs de Lyon, qui étaient quasiment contraints de déménager parce qu'ils n'étaient plus en odeur de sainteté avec le public. Et puis, troisième caractéristique du supporter ultra, c'est ce que j'ai appelé la territorialisation du football, ou du supporterat, qui est symbolisé par ce slogan « Ici c'est Paris ». Visiblement, on est dans un cadre où l'identité vide, où contrairement aux supporters traditionnels, on n'a pas derrière soi toute une tradition qui pourrait être celle à Saint-Étienne de Manu France. Hein, Saint-Étienne, comme le montre bien l'excellent livre d'Alain Colzy et Marc Barrault, Saint-Étienne allume ses derniers feux quand Manu France allume ses derniers feux quand Saint-Étienne arrive au sommet. Donc, vous voyez, dans bien des cas de club, le supporter est attaché à une identité traditionnelle en lien avec la société de sa ville. Ça peut être les mines pour Lens les mines. Ça peut être Manu France pour Saint-Étienne. Il y a d'autres exemples aussi. Donc, le supporter ultra, c'est un né tardif dans l'évolution du supporterat. Il n'est pas inintéressant de le rappeler. Mais il y a d'autres enjeux dont je parle et on ne voit pas de prime abord au nom de quoi je peux les convoquer ici, où la question est plutôt celle de la passion.
du football. Mais les autres enjeux dont je parle dans ce livre me semblent quand même être en rapport avec la pression qu'exercent les supporters ultras sur le jeu. Faisons effectivement un sort à ces autres enjeux. Il y a d'abord la machine de production du foot, hein, la machine de production industrielle du foot. Il y a une violence de l'argent dans le foot d'aujourd'hui, une violence au même sens que celui qui était en cause dans le supporterat traditionnel et son influence sur le jeu, au sens où il s'agit d'augmenter la vitesse des échanges. Donc il y a des contraintes très fortes qui sont imposées au club. Le mercato se devient multiple, et puis on est sous la diligence de l'argent, take the money and run. Un deuxième élément d'enjeu, ce que j'ai appelé les enjeux, et puis après vous allez voir que tous ces enjeux se rejoignent. Le troisième élément, c'est ce que j'ai appelé la dépression de la presse. Alors pourquoi je parle de dépression de la presse et pas simplement de la presse? On est, me semble-t-il, en même temps qu'il y avait une évolution des supporters, dans une évolution du commentaire, et qui n'est pas d'ailleurs sans se calquer l'un sur l'autre. Le vocabulaire de l'ignition, mettre le feu, allumer le feu, ou encore climatiser un stade, montre bien qu'il y a des connexions très fortes entre ces influences. Donc la presse est en situation de dépression, pour moi, quand elle parle du foot, mais pas que du foot, évidemment. On est passé d'une logique de commentaires, observations, du type Platini, Tigana, Giresse, Amoros sur la barre. Ah, vous aurez reconnu la dernière minute d'un match célèbre, dont je vais parler dans quelques instants. Aux commentaires qui n'est plus fait de simple observation, mais qui est fait de supputation. Un mot qui dérive du latin, et vous allez voir pourquoi j'en parle, du latin putare qui signifie calculer, examiner. Donc tout se passe comme si, dans le discours de la presse, il était sans cesse question de polémique, mais aussi de supputation, donc de calcul. On n'est plus dans la description de l'objectif, de ce qui se passe, du vif, on est sans cesse en train de prendre de l'avance, de devancer le réel pour lui donner une interprétation. Est-ce que tel joueur restera au club? Est-ce que l'entraîneur sera viré à la fin de l'exercice? Est-ce que les supporters vont réussir à éjecter tel joueur? Enfin bon, le commentaire sportif est envahi de supputations. Donc il y a une transformation par rapport à ça. Une phrase de Nietzsche éclairait tout à fait bien ce phénomène. En 1888, le football était tout jeune. Je ne sais pas si Nietzsche a vu se disputer des matchs de football, mais le football dont les règles ont été unifiées le 23 octobre 1863 à Londres. Hein, Nietzsche écrit en 1888 « Encore un siècle de journalisme et tous les mots pueront ». Tous les mots pueront, on peut difficilement faire plus précis et plus descriptif que cela pour parler de la décomposition. Donc, la presse est sans cesse en train de produire du commentaire sous la forme de ce que j'ai appelé la langue du vent, flatus votis. Elle prend de l'avance. Et cette langue du vent explique beaucoup pourquoi, au contraire, les joueurs, les dirigeants pratiquent la langue de bois. Et la langue de bois, au contraire, elle essaie de rester dans l'instant, quitte à ne pas dire. Voilà. Donc ces trois phénomènes, quel est le lien qui les unit? Eh bien, très clairement, ce sont des forces qui s'opposent au jeu, et ce sont des forces dont on ne peut pas rendre compte à partir des outils traditionnels de la sociologie, de la philosophie de la société, tel que peut le faire Rödecker. Non, il faut, pour rendre compte de ces forces, convoquer le concept phare
de l'époque et non plus celui de la société. Il faut une analyse qui passe d'une analyse de société à une analyse d'époque. Donc, je montre dans mon livre la nécessité de changer de braquet. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une époque? Une époque, ce n'est pas un ensemble de contenus sociaux, sociologiques, non. Une époque, c'est un certain rapport au temps. Et notre époque, de ce point de vue-là, est tout à fait significative d'un rapport au temps qui est celui de la technique. Alors évidemment, ça implique d'avoir lu Heidegger, ou en tout cas de ne pas mélanger technique et industrie. Qu'est-ce que c'est que la technique? Mais c'est malgré tout un effort, partout et en tout lieu, pour se comporter de manière technique. Et qu'est-ce que ça veut dire se comporter de manière technique? Ça veut dire faire en sorte que les questions soient réglées d'avance. Donc se téléporter, anticiper. Voilà, l'essence de la technique, c'est l'anticipation. Heidegger, une phrase très, très parlante, dans un livre qui s'appelle Qu'appelle-t-on penser? Il demande pourquoi sommes-nous une époque de technique? Et il répond, nous ne sommes pas une époque de technique parce que nous avons des machines, mais c'est parce que nous sommes une époque de technique que nous avons des machines. C'est parce que nous sommes techniques, c'est parce que nous regardons les choses techniquement que nous avons des machines. Alors, quel rapport, vous me direz, avec le sujet de ce soir, à savoir si la passion du foot est passée? Eh bien, pour le savoir, la seule possibilité qu'il nous est donnée, une fois qu'on a dit qu'on ne pouvait pas de manière très fructueuse opposer les passions entre eux, pour savoir laquelle allait prendre le dessus, est-ce que les supporters vont prendre le pas sur les spectateurs, c'est finalement de voir ce qui va résister, ce qui, dans l'essence du foot, est capable de résister à cette pression que fait peser sur lui, que font peser sur lui l'ensemble des enjeux. Et c'est ce centre que j'ai voulu décrire, ce centre, c'est le jeu. Donc le football, c'est quoi? C'est le jeu. Et demandez aux enfants ce qu'est le football, regardez-les, vous verrez, le football, c'est le jeu. C'est pas nécessairement des règles, c'est pas nécessairement un terrain, c'est pas nécessairement une durée, un arbitre, c'est pas nécessairement des maillots, c'est jouer avec. Et c'est même pas nécessairement jouer contre. Bon. Donc le football se résume à du jeu. Tout le reste, ce sont les enjeux. On est bien d'accord. Tout le reste, ce sont des passions qui viennent reposer sur le jeu. Reposer sur le jeu, contraindre le jeu, faire violence au jeu, tout ça, c'est la même chose. Ce sont ces formes que j'ai tenté d'analyser dans ce précis de décomposition. Et c'est quoi la décomposition? C'est d'essayer de montrer que c'est pas la peine de regarder le football selon l'avant ou l'après, de décrire selon une certaine dénivellation ce qui est en train de se passer. Non, ce qui rend compte, c'est effectivement de montrer comment le jeu présente une résistance aux enjeux. Voilà, la décomposition, elle ne conclut pas effectivement à une dénivellation qui aboutirait à rien. On n'est pas dans le nihilisme, non, pas du tout. C'est quoi le jeu? Le jeu, il est tissé dans une trame temporelle qui n'est pas celle de l'époque moderne. C'est tout à fait étonnant et significatif des raisons pour lesquelles les gens vont voir du football. Je crois que la passion du football, elle est là. Le goût du football, vous pourrez le comprendre que si vous passez, je le dis dans ce livre, d'une logique de l'attention, pardon, d'une logique de la conscience, où le jeu serait produit par la réflexion, et il m'a toujours été tout à fait désagréable de sentir que la plupart du temps, le football était présenté comme une activité de la conscience par les commentateurs, les joueurs, etc. Et je suis tout à fait frappé de voir que pour avoir joué un peu au football et avoir pratiqué une certaine philosophie également, avoir lu notamment la philosophie de Maldinet, il était beaucoup plus fructueux d'envisager le jeu comme la production de l'imprévisible. Et pour comprendre comment cette production de l'imprévisible, qui n'est pas l'improvisation, l'imprévisible, atteint effectivement les foules et les mobilise, il faut convoquer non pas une philosophie de la conscience, mais une philosophie du sentir. Je prendrai 2 ou 3 exemples, hein, je sais, je suis très en retard là-dessus. Premier exemple, je vous rappelle, vous vous en souvenez tous, hein, mais
en 1998, la France affrontait la Croatie et Lilian Thuram a marqué 2 buts. Ce soir-là, tout le monde s'en souvient. Bien plus tard, il y a eu un film qui a été réalisé sur ce match. Et pourquoi j'en parle? Parce que Youri Djorkaeff a fait là une déclaration. Il a dit exactement ce que je suis en train de vous dire là, à savoir qu'il n'a pas réfléchi avant de faire cette passe en profondeur entre les défenseurs à Lilian Thuram. Il a dit « je l'ai senti, j'ai senti une silhouette dans mon dos ». Alors vous voyez, le football est fabriqué dans ce que j'appelais ce réacteur d'imprévisibilité qu'est le sentir. Et à chaque fois que les joueurs de football tentent de penser, de calculer, ce qui est au fond le rythme normal de la société contemporaine de l'époque, à chaque fois, ça se passe mal. Et Marius Trésor disait en plaisantant il n'y a pas longtemps à propos de Séville, il disait à propos de sa célèbre reprise de volée qu'il avait fermé les yeux et que le ballon s'était retrouvé dans les filets. Alors c'est une boutade, mais ça dit quelque chose de la manière dont les joueurs pratiquent le football. Pratiquer le football, c'est se tenir dans la dimension organique du sentir. C'est pas réfléchir et puis agir. On n'est pas dans une philosophie de la conscience. Le deuxième trait le plus intéressant peut-être, c'est que c'est à partir de cette philosophie du sentir que vous pouvez expliquer la cohésion entre les spectateurs, ceux que j'appelle les spectateurs, c'est-à-dire ceux qui sont venus non pas avec des intentions, mais avec l'intention d'être attentifs, ce qui est différent. Donc ce ne sont pas les supporters ultras qui viennent défendre des motifs tout à fait autres. Le spectateur est tout à fait en union temporelle, dans le vif et le réel du temps, avec le football, par le sentir. Petit exemple de cela, ça vous dira rien parce que c'est un match banal du championnat d'Angleterre, enfin banal, une affiche, mais c'est un match, un classique dans une journée de championnat en Angleterre, mais Pep Guardiola est sur le bord du terrain puisque c'est le match qui fait se rencontrer Everton et Manchester City. Pep Guardiola est sur le bord du terrain au moment où Gabriel Jesus file au but. Le but est presque ouvert, il faut simplement qu'il évite la sortie d'un défenseur ou du gardien. Et au moment où Gabriel Jesus fait ce petit crochet qui va lui permettre d'effacer la dernière difficulté, sur le bord de la touche, Pep Guardiola a un mouvement de hanche qui est le même mouvement que celui du joueur. Donc vous voyez bien qu'il y a une synchronicité entre le jeu et le corps du spectateur. Donc il y a une organicité du jeu de football à ce moment-là qui nous empêche, nous, spectateurs, de penser. Il y a donc une recréation de la pensée au vif de cette imprévisibilité. Alors vous me direz, les joueurs répètent inlassablement, il y a très peu d'improvisation. Être joueur de football, ça ne s'improvise pas. Mais il n'empêche que l'imprévisibilité reste la chair. La chair, le tissu, l'étoffe dans lequel se tisse le jeu. C'est quelque chose de très important parce que ça vous permet de comprendre que cette étoffe est extrêmement fragile. Elle est à la fois résistante et fragile à tous les enjeux qui peuvent effectivement la perturber. Il y a un chapitre de ce livre, j'en parle maintenant, qui me tient beaucoup à cœur dans cet ordre d'idées, puisqu'on est en train de réfléchir sur le temps du foot et puis les autres temps. Il y a un chapitre qui analyse la certification historique. Vous ne pouvez pas faire un match de foot, c'était encore le cas au stade du Petit Bois, à quelques mètres de chez moi, il y a quelques mois, avant que nous ne fussions confinés. Alain Giresse et puis toute la troupe du Variété est venue affronter une sélection de nos meilleurs joueurs soudanais. On a vu là, sur le terrain, un plateau particulièrement relevé, et Bruno Guilaine, tout à fait fidèle à ce qu'on vient de décrire, s'écrit « c'est historique ». Avant même que le match ne fût joué, il était historique. Alors vous voyez, cette historicité-là, elle est tout à fait
dans le refus de l'imprévisibilité du match. Elle n'est pas dans l'accueil du réel, sensible, imprévisible, du présent, du vif, non. Elle est déjà en train de transformer un match en voilà ce que ça a été. Elle est déjà en train de le recordiser, de le mémoriser. Euh, tout autre est la parole intelligente, sensée, et elle conforme au réel, de Pierre-Louis Basse lorsqu'il nous demande « Où étiez-vous » et ça parlera beaucoup d'entre vous, « Où étiez-vous le 8 juillet 1982 ?» Je n'étais pas au stade Santiago Pizjuán à Séville, vers 21h, mais c'était tout comme. J'avais 10 ans, et vous voyez, il y a une mémoire de ce vif, une mémorisation du mémorable, en quelque sorte, qui se construit et qui n'est pas, elle non plus, l'hystérie contemporaine de la certification historique. Alors tout ça, ça dépose effectivement une matière qui fait la passion du football. Et je dis de ce match dans mon livre que le RFA France restera l'étoile du berger du football français. Alors Alain Giresse, lui, est revenu aussi sur ce match. Il nous dit une chose intéressante. Alain Giresse, il dit au fond, on aurait dû calculer. Vous voyez, il est tout à fait, lui aussi, dans l'antisémie, entre le calcul et le sentir. Il dit « Oh, j'aurais dû arrêter de sentir le jeu, j'aurais dû calculer ». Donc, il est bien en train de valider cette antisémie qui est la nôtre au cours de ce précis de décomposition. Je ne suis pas d'accord, évidemment, avec lui, parce que je pense que s'il avait calculé son coup, ils auraient peut-être gagné, mais ça aurait été un match, comme on aurait dit, historique, alors qu'on a là un grand match, symptomatique de ce que doit être, exemplaire, significatif de ce que doit être le football. Vous voyez, donc, voir le football, c'est d'abord être passionné. Je pense qu'on ne peut pas voir la passion du football si on n'est pas soi-même passionné. Platon disait cela de l'amour. On ne peut pas faire un discours sur l'amour si on n'est pas soi-même amoureux. Il y a là quelque chose qui transcende et qui dépasse finalement tout ce qu'on peut dire sociologiquement des errements du foot et qui justifie ce que j'ai appelé pour ma part le goût du football, ce qui me paraît être essentiel dans une société tourmentée par la technique, l'anticipation, l'argent, le capitalisme et la technique ayant, à mon sens, même essence. J'en terminerai par une précision. La décomposition aussi intéressante ou utile, enfin c'est ce que je crois, à la compréhension du football, soit-elle, n'est pas le dernier mot de l'attention football. Voir le football, c'est revenir à ce qu'il a de plus simple, d'élémentaire, de moins composé, donc ce qui n'a pas à être décomposé, et ce qui n'a pas à être décomposé, c'est ce football essentiel, ce divertissement essentiel qu'est le football des enfants. Donc la dernière partie de cet ouvrage prend en vue phénoménologiquement, mais au cours d'une réminiscence volontiers poétique, cette patrie de l'enfance qu'est le football. Voilà, je vous remercie de votre attention que j'ai sentie, je ne sais pas trop comment, mais à travers l'image, et je suis à votre disposition pour les questions qui ne manqueront pas peut-être de se poser, en tout cas j'espère. Voilà. Bien, mais écoute, merci beaucoup Eric parce que ton intervention est passionnante. Merci. Passionné, hein. Ouais. Bah oui, forcément. Et bon, je pense que elle est d'autant plus d'actualité parce que j'ai relevé une phrase dans ton livre, donc je crois que c'est dans le premier chapitre ou le prologue, qui dit lorsque le divertissement n'est plus permis, le réel nous ensevelit. Et je me Oui, suis dit, mais cette phrase-là, elle nous parle assez fortement, je dirais, aujourd'hui, parce que dans la situation de crise sanitaire, on est contraint de ne pas se divertir, en tout cas pas en commun, hein, parce qu'on peut toujours se divertir
chez soi ou devant la télé ou en lisant un livre ou peut-être en jouant à des jeux vidéo. Mais en tout cas, le divertissement au sens de commun, d'acte social aussi, hein, eh bien, nous est Je peux actuellement, répondre à ça juste parce que j'ai une bien chose sûr, importante à ramener à la mémoire. nous est Euh, interdit. Et donc, oui, voilà, voilà, une chose qui m'a frappé. le divertissement essentiel qu'est le football est possible dans un cadre qui est celui de la démocratie, où il est permis à tout un chacun de diriger à peu près son attention là où il veut. Ce qui n'est pas du tout le cas dans les régimes totalitaires. Et à vrai dire, je pensais à l'assassinat des enfants par les islamistes radicaux en écrivant cette phrase. Le divertissement de football est puni de mort dans certaines sociétés aujourd'hui. Vous savez bien. Et ça m'a beaucoup frappé en écrivant ce livre qui est aussi un livre sur l'attention. Rétablir mon micro. Donc, vous pouvez prendre la parole. Alors, normalement, vous pouvez vous signaler en levant une petite main dans le conversé, je crois. Donc, si vous... Mais sinon, bon, je vois déjà Alain là qu'on voit dans la vidéo qui veut prendre la parole. Donc, peut-être Alain, vas-y, je te mets le micro. Hein. Essaye de Allô? mettre. Voilà, c'est bon, tu peux y aller. Salut Eric, Salut Alain, bonjour. ça va? Écoute, Ça va je bien, t'ai écouté avec beaucoup, beaucoup de plaisir. Et bon, étant merci. ancien joueur de football, et, mais j'ai mis aussi, j'interviens comme si d'une façon candide, un peu quand même. Parce que le football, je pense le connaître un peu. Mais en même temps, quand je t'entends, le football que tu décris, c'est le football de l'enfance. On ne peut jouer que, par exemple, sur la route, sur un terrain vague. Mais si tu joues au football professionnellement, à un haut niveau, bien évidemment, la passion reste, mais la passion dont il me semble que tu décris perd un peu de son sens. Parce qu'il faut quand même une stratégie de jeu. Il faut réfléchir. Donc, tout ceci font perdre la spontanéité qui me semble-t-il que tu décris. Non, merci. Même si, malgré tout, comment dirais-je, la spontanéité reste. Mais si je comprends bien, c'est comme si on perdrait de la stratégie en jouant au football de haut niveau. Tu comprends? Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Si, je comprends très bien l'opposition que tu essayes de tisser, et à bon droit, je te répondrai par une distinction. L'improvisation n'est pas permise dans le football. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. Il ne s'agit pas de dire l'imprévisibilité pour l'imprévisibilité. Donc il y a des stratégies, même les enfants en ont hein, des stratégies. Il y a un apprentissage long, rigoureux. Enfin, on n'est pas footballeur professionnel du jour au lendemain, bien sûr. Il ne s'agit pas simplement de s'animer d'une passion et rentrer sur le terrain et de se dire je vais être imprévisible. Plus on mécanise, on systématise et on s'entraîne, et plus il y a de la place, in fine, pour l'imprévisibilité. Les grands joueurs, ce sont ceux qui se sont le plus entraînés. Ils se sont entraînés sévèrement, ils ont été façonnés par les grands entraîneurs et ils sont capables d'imprévisibilité, n'est-ce pas? Mais l'imprévisibilité est partout dans le football. Un contrôle orienté peut dérouter un adversaire, une passe en profondeur inattendue, une ouverture est imprévisible. Elle crée le réel là où il n'y avait que des possibles. Et vous voyez, dans la description du réel par la philosophie de la conscience, on présente les choses de manière causale. Il y a d'abord le possible, et puis ensuite il y a le réel. Il y a l'idée, et puis la réalisation. Dans le football, c'est pas comme ça que ça se passe.
d'un football, c'est la dimension du sentir qui compte. Et vous voyez, le footballeur qui commence à réfléchir, il frappe au-dessus de la barre. Donc ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, le football ne s'improvise pas, mais qui a joué un peu au football sait que l'imprévisibilité est partout dans le football. Et c'est ça qui fait le goût du football. Qu'il y ait des gestes spectaculaires ou pas de gestes spectaculaires, qu'il y ait 7-0 ou 1-0, les gens aiment le football pour autre chose. C'est cette communication au sentir qui s'installe entre le jeu, les joueurs et les spectateurs, cette communication-là qui fait non seulement le plaisir, mais le prix du football dans la société qui est de l'époque qui est la nôtre. Je veux bien prendre la parole. Tu m'entends, Eric? J'entends bien, Marc. Oui, merci. Bien, je te félicite pour ta brillante prestation, n'est-ce pas, hein? Je ne sais pas si tu ramèneras les 3 points, mais en tout cas, c'était bien intéressant. Simplement, pour rebondir sur ce que tu viens de dire à ton interlocuteur précédent, je pense qu'on ne peut pas réellement opposer le football de l'enfance, comme tu l'appelles. Notre ami commun Alain Colzi dit que le football est un jeu simple pour les âmes simples. Et ça me semble correspondre à une bonne définition de ce que doit être le football. On ne peut pas opposer ce football de la spontanéité et du jeu au football plus stratégique, plus professionnalisé, qui tuerait, comme tu l'as dit, toute imprévisibilité. Pour illustrer cette idée, je citerai Maradona, qui était à la fois un joueur génial, mais aussi un enfant. Monsieur Alain, c'est cela, hein, évoquait le football des terrains vagues, le football des routes. En Argentine, c'est les potreros, les terrains sur lesquels les enfants jouent au foot, et c'est là qu'ils apprennent à jouer au football. Et je pense que Maradona, au-delà de ses frasques, de ses excès et de son caractère un petit peu pathétique, il l'a amené encore récemment jusqu'à l'hôpital. C'était un enfant, il a toujours été un enfant sur le terrain. Et c'est aussi ce qui le distinguait des autres, bien sûr son talent, mais c'est aussi son état d'esprit. Par ailleurs, tu l'as dit en préambule, et j'adhère tout à fait à cette idée, il ne faut pas faire du football l'incarnation de la maladie du grand désastre contemporain. Le football est un symptôme du mal. Mais quand on a de la fièvre, ce n'est pas le thermomètre qu'il faut casser. Il faut trouver d'autres moyens de lutter contre la fièvre. Donc bien sûr, le football est une métaphore des turpitudes que vivent nos sociétés. Bien sûr, il y a le dopage. Bien sûr, il y a la corruption. Bien sûr, il y a la violence. Bien sûr, il y a les dérives identitaires. Mais n'en est-il pas de même dans bien d'autres aspects de la société? Et si on répète en boucle tous les jours que Neymar ou Mbappé gagnent beaucoup d'argent, on ne répète pas pour autant tous les jours combien gagne un acteur de cinéma, un pseudo-chanteur ou un cadre supérieur de l'industrie, ou en tout cas un grand patron de l'industrie. Et puis, dernière chose que je souhaitais ajouter, lorsque tu évoquais effectivement les dangers qui pesaient sur le football que nous aimons, le football que des centaines de millions de personnes aiment, c'est la mise en jeu la mise en danger de ce qui fait la force du jeu, c'est-à-dire l'unité de temps, l'unité de lieu. Nonobstant les parties interminables de nos enfances respectives, le football, c'est une dramaturgie, et s'il attire autant d'adeptes, comme tu l'as dit, c'est bien parce qu'il propose une unité de temps, 90 minutes, voire 120 si on doit jouer à la prolongation, et une unité de lieu, tout se passe au même endroit. Et on s'aperçoit, par exemple, et là aussi, tu as parfaitement raison de rappeler en bon lecteur d'Heidegger que tu es, la mainmise et l'emprise de la technique. Si on analyse par exemple les ravages du VAR, hein, la vidéo assistance, on s'aperçoit que fait le VAR? Eh bien, il brise tout simplement cette unité de temps et cette unité de lieu, puisque il n'y a plus d'unité de temps. On peut arrêter le match. Il y a eu un match à Brest l'année dernière où on a arrêté le match pendant 9 minutes pour voir si le ballon avait franchi la ligne ou pour voir si le but était valable. D'ailleurs, au bout de 9 minutes, on ne le savait toujours pas, mais l'arbitre a bien dû prendre une décision.
Et de fait, le match peut durer 30 ou 40 minutes de plus que ce qu'il aurait dû durer, puisqu'on suspend un petit peu le temps en faisant appel à la vidéo. Et puis, il n'y a plus d'unité de lieu non plus, puisqu'avant, tout se passait dans le stade. Et c'est pour ça que les spectateurs faisaient corps avec le spectacle et avec les joueurs, puisque tout se passait au même endroit. Et quand l'arbitre faisait une ânerie, il la faisait à l'intérieur du stade. Maintenant, on a un camion qui est garé parfois à plusieurs centaines de kilomètres du stade, où des types regardent le match à la télévision, signalent à l'arbitre qu'il s'est trompé ou qu'il pense l'avoir vu se tromper, et décident finalement à des centaines de kilomètres de distance de ce qui va se passer sur le stade. Et ça me semble là être un péril qui va bien au-delà, effectivement, du cadre étroit que tu as su élargir du terrain de football. Voilà ce que je voulais te dire, tout en te renouvelant toutes mes félicitations. Je te remercie beaucoup, hein, Marc. Effectivement, le phénomène de la VAR est un phénomène temporel. L'éclatement par la technique de l'ici et du maintenant, ce que tu appelles toi l'unité de temps et de lieu. Et dans ce livre, j'ai une expression pour le désigner, ce VAR, hein, donc ces systèmes de contrôle rétrospectif, je dis que c'est un procédé de dessiccation. La dessiccation, c'est le fait de vider un corps ou un objet de son eau. Donc je pense que le temps est une eau, c'est une métaphore philosophique traditionnelle. Et briser cette unité de temps et de lieu, oui, rend service au sport sans doute, puisqu'on a introduit une notion de justice, enfin une espèce de volonté de maîtrise sur cette justice. C'est assez différent parce que l'injustice, elle est toujours là, mais elle ne rend pas service au jeu. Elle rend service au sport, la VAR, mais pas au jeu. Or, les gens viennent voir le jeu. Ça, c'est ma conviction. Il y a d'autres questions ou remarques? Oui, oui. Bonjour Monsieur Prunier. Bonjour. Merci beaucoup pour votre intervention, c'était très intéressant. Je souhaitais rebondir sur ce qu'a dit Monsieur Barrault. Bon, j'ai pas vos connaissances en philo, je suis désolé, mais du coup j'ai un œil un peu candide sur la chose. J'arrive avec mon œil amateur de footballeur, enfin d'ex-footballeur. Ok. Donc, Monsieur Barrault disait que la VAR était un peu symptomatique de la désertion des stades de foot. Et j'avais une question pour vous, Monsieur Prunier. Est-ce qu'on ne peut pas se demander si cette désertion des stades de foot n'est pas due notamment, vous parliez de passion du foot, c'était le thème de votre intervention. Est-ce que cette désertion des stades de foot peut être due à une baisse de la passion du football, de la passion du football chez les gens, chez le public, de la baisse de la passion pour un club? Est-ce que encore une fois, cette baisse de la passion, elle ne pourrait pas être reliée à autre chose de plus général dans notre société, par exemple l'essor du confort de vie, par exemple, qui fait que les individus n'ont plus cet engagement social auprès d'un club. Je pense par exemple typiquement en France à Lens, par exemple, où le club de Lens représentait, c'est le club des corons, les gens sont derrière ce club. Alors, est-ce qu'une tertiarisation de la société, par exemple, avec l'augmentation du confort de vie, fait que les gens n'ont plus cet attachement au club car ils ne partagent plus les racines du club? Est-ce que c'est pas, ça pourrait être expliqué par ça, du coup, cette baisse de la passion pour le foot et pour les clubs de foot en général et la désertion des stades? Alors, ta question est excellente, elle est complexe. C'est Jean-Eudes, hein? Non, c'est Lucien. Salut Lucien. Oui, ta question, elle est complexe. Elle me ramène effectivement à l'essentiel. Hein. Il y a plusieurs catégories de publics. C'est jamais soutenu, mais il y a effectivement, par rapport au jeu et par rapport à cet éloignement du jeu, il faut reprendre le critère de l'imprévisibilité pour comprendre quelque chose. Ce critère de l'imprévisibilité, il nous permet de distinguer plusieurs publics. Il y a ceux peut-être plus traditionnels, les supporters que tu as nommés de Lens sont des supporters traditionnels qui viennent supporter une équipe, mais sont capables d'apprécier l'imprévisibilité du jeu.
Donc, ce n'est pas la victoire ou sinon rien, c'est la victoire suffisamment pour pas qu'il y ait de relégation. Parce que la relégation du supporter traditionnel, elle le renvoie à la relégation sociale des usines et de l'arrière-fond industriel dont tu parlais à l'instant. Donc la disparition du supporter traditionnel, c'est pas seulement la disparition de son contexte de vie, de son milieu de vie, c'est la disparition d'un certain rapport à l'existence. Et ce rapport à l'existence, il peut être effectivement décrit au niveau de la société comme lié à une disparition d'une industrie ou d'une culture ou d'un milieu de vie ou d'un environnement, d'une socialisation, certainement. Mais je pense qu'il est surtout lié à l'époque moderne, donc à ce qu'elle impose aux individus en termes de rapport au temps. Tu vois, ce livre est un livre sur le temps. Et le football, c'est le problème du temps. Alors, je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question, mais j'ai tenté en tout cas de l'entendre. Voilà, ma question n'était pas super bien organisée, donc si, vous avez bien répondu. Tu vois, plus tu es en rapport avec l'imprévisibilité et plus tu es dans l'ordre du spectateur. Et plus tu t'éloignes de l'imprévisibilité, plus tu es dans l'ordre de l'imprévisibilité de résultat, puisqu'il faut distinguer l'imprévisibilité du jeu elle-même et l'imprévisibilité du résultat, qui est une imprévisibilité de contingence, donc pas nécessaire. D'ailleurs, les enfants qui jouent au foot ne comptent pas les buts parfois. Ça, ouais. Donc, ils n'ont pas cette même sens. Tu vois, et donc plus tu es du côté du supporter ultra, et plus tu vas être du côté du résultat, et plus tu vas être du côté du spectateur, et plus tu vas être du côté du jeu. Ta question est formidable. Et à l'autre bout de la chaîne, tu trouves le parieur qui, lui, pour le coup, n'a même pas besoin de mettre les pieds au stade. On est encore dans une autre dimension. Ouais, on est encore dans une autre dimension. Merci, Lucien. Merci à vous. Il y a Lounès qui veut parler, vas-y. Ouais, tu m'entends? Ouais, c'est bon, là, j'ai mis le son. Là. Je découvre l'informatique, moi, j'ai du mal. Bonjour, monsieur Fournier, je suis très content de dire ce que vous avez dit, voilà, avec mon langage à moi. Je vais juste vous dire quand même que moi, j'ai 55 ans, je joue au foot pendant plus de 40 ans, donc 30 ans comme joueur, et 10 ans comme dirigeant. Et depuis 3-4 ans, je crois que j'ai pu regarder un match de foot à la télé. Le foot m'a écœuré, même dans le bénévolat. Dans le temps, quand j'étais gamin, fils d'immigré, c'était le foot ou rien. On n'avait pas d'autre choix de sport. Vous voyez, les seuls copains, il y avait peut-être un ou deux qui faisaient du tennis ou un autre qui faisait du cyclisme. Comment tout le monde joue au foot? C'était le sport le pauvre, on a façon de parler, quoi. Voilà. Et dans tous les villages de France, même dans les Ardennes, je pense, je ne sais pas si c'est un village, il n'y avait pas une équipe de foot. Aujourd'hui, dans les dernières années où j'étais dirigeant, il y a 3-4 ans où j'ai tout arrêté, je faisais partie de Neufmanil, toute ma jeunesse de 6 ans à 45 ans. Aujourd'hui, le club de Neufmanil est en train de mourir. S'il n'est pas mort, maintenant c'est jumelé avec Charleville. Donc c'est Charleville qui a mangé, façon de parler, hein, c'est pas une critique, c'est que voilà, il y a de plus en plus de fusions. Donc bientôt dans les Ardennes, il y aura peut-être 10 ou 15 clubs. Voilà, avant il y avait je ne sais pas combien de villages. Autant de villages, il y avait des clubs. Demain, je pense qu'il y aura 15-20 clubs, pas plus dans les Ardennes. Donc est-ce qu'il est en train de pas de mourir le football amateur? Après, il y a peut-être le foot féminin, parce que les statistiques, comme il y a de plus en plus de femmes, tant mieux, hein, je ne critique pas, qui font du foot, donc augmentent. Moi, je pense qu'il est en train de mourir. C'était pour savoir qu'est-ce que vous pensez de ma question. Voilà. C'est pas forcément comme ça que j'ai réfléchi. Ni en termes de passion. Je ne pense pas que mon livre, d'ailleurs, le mot il soit vraiment plus d'une ou deux fois, peut-être pas. Ni en termes de disparition du foot. La disparition du foot ne condamne pas le football à disparaître. La disparition de l'organisation du sport foot ne condamne pas le football à disparaître. Il y va de chacun d'entre nous, du rapport de chacun d'entre nous à ce sport. La question que ça poserait, c'est finalement, est-ce que la pratique du football n'est pas en train de disparaître simplement parce qu'elle est impossible à calquer sur la pratique du foot de haut niveau. Et là, ça transpose sur un horizon identificatoire que décrit pour le coup là bien Robert Redeker dans le bouquin que j'ai critiqué tout à l'heure. Robert Redeker dit qu'on est passé du monde des vedettes, qui étaient au fond des gens accessibles, enfin à qui on pouvait s'identifier,
voyez, au monde de la star, qui lui vit sur une autre planète. Vous voyez, autant on peut dire que les enfants rêvent d'être une star, autant on peut dire que reproduire sur un terrain bosselé les lumières, les strass et les paillettes, c'est moins facile que de s'identifier, quand j'avais 10 ans, à Michel Platini. Je pense qu'il y a peut-être quelque chose comme un rapport. Voilà. Ça, c'est une explication un peu artificielle. L'explication de fond, c'est, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi vous dire. Mais en tout cas, le foot peut s'éteindre en tant que spectacle comme sport. Ça ne préjuge pas de savoir si le jeu de football, quant à lui, est mort. Ça, c'est la manière de le regarder, en tout cas, a un impact. La manière qu'on a, nous, de consommer ou pas le football a un impact. La manière de se rendre au stade pour y faire œuvre de supporterat ou de spectateur a un impact. Tout ça a un impact. Okay. Juste une question. Quand vous parlez de vedettes et stars, bon, moi, mon avis, hein, je ne sais pas s'il est bon ou quoi. Vedette, je pense que c'est jusque la génération Platini qui gagnait amoureux. Bon, j'ai 55 ans. Après, Zidane, encore limite. Et après Zidane, c'était fini, c'est vraiment devenu une star, non? C'est mon avis à moi, personnel, hein. Je ne sais pas si c'est votre avis. Je pense que c'était. Je pense qu'après. Allez. Pourquoi vous pensez ça? Ben parce que les images ont pris le pas sur les gens. C'est-à-dire que la retransmission, la médiatisation de la moindre parole, la surmédiatisation, et on en revient au propos du début, on peut reboucler la boucle, mais c'est l'image. C'est pas Zidane en tant que tel, en tant que joueur qui est en cause, mais c'est l'image qui en est donnée de lui. Cette saturation, cette reprise de chacun de ses propos, cette mise en boucle de chacun de ses gestes. Il y a une forme de divinisation du joueur qui contraste avec l'époque de Platini dont vous parlez. Marc Barrault pourra en parler bien mieux que moi. D'ailleurs, je remontre à l'image ce beau livre, il faut vraiment le lire, c'est l'épopée une épopée sportive, La France de Platini, c'est un des plus beaux bouquins sur le foot qui m'ait été donné de lire. Ok. Voilà. Il y a Lucien Chapotte qui redemande la parole, je crois. Oui, effectivement. Donc, si j'ai bien compris, on peut s'identifier à une vedette, mais on rêve d'être une star, c'est donc bien ça. Ah, c'est pas mal, ouais. Ouais, j'aime bien le parallèle. Et, mais est-ce que on peut vraiment dire ça? Parce que, bon, je suis bien d'accord qu'avant, quand on y réfléchit un petit peu, c'est vrai que c'est plus évident de s'identifier à certains joueurs de foot. Par exemple, là, dans ma tête, si je réfléchis 2 secondes, je pense à Socrate, le joueur Socrate, le Brésilien, qui a réussi à porter les revendications de tout un peuple à travers la démocratie corinthienne. Mais est-ce que, donc là, forcément, on voit quelqu'un qui s'identifie au Brésilien, qui est proche du peuple. Là, franchement, on est dans la vedette, mais est-ce qu'aujourd'hui, on ne retrouve pas quand même ce genre de profil, malgré la distanciation du fait de la... Alors, je vais vous répondre très clairement. À partir de ma logique des enjeux, je vais vous répondre. Socrates, c'est un joueur magnifique et tout ce qui peut être effectivement entrepris dans ce domaine peut être très riche, enfin témoigner bon. Mais il y a une chose qui est claire, c'est la manière dont on structure les centres de formation, dont on fait ce travail qui est fait en communication autour des jeunes joueurs. On brise la langue qui est la leur, on la formate avec des média training, et j'en ai rendu compte brièvement, peut-être trop brièvement, dans un chapitre qui s'appelle « L'assommante mythologie du football éducateur ». Je ne veux pas dire par là que les éducateurs ne font pas leur boulot. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire grâce aux jeunes qui débutent, qui deviendront des footballeurs, cette espèce de formatage qui les amène tous à répondre de la même manière, comme si c'était possible d'ailleurs. Donc le processus de désidentification, de starisation, il commence dans la parole, qu'on formate, qu'on structure à l'excès. D'accord. Ok, bah merci beaucoup pour votre réponse. Ouais, merci. Si je peux intervenir, Eric, tu permets?
t'en prie. Hein. Par rapport à Avec cette plaisir. thématique de la vedette et de la star, je pense que déjà, il ne faut pas oublier que Socrates était médecin. Aujourd'hui, dans les centres de formation en France, il n'y a que des jeunes gens issus de milieux défavorisés auxquels on demande d'arrêter l'école à 15 ans. Donc, ça va être très difficile quand même pour eux de porter les revendications du peuple français, comme Socrates a pu porter à un moment ou à un autre les revendications du peuple brésilien. Par ailleurs, la distinction, à mon avis, elle se fait pas seulement dans le domaine du football. On assiste quand même à une sécession des élites partout en Occident. En tout cas, quand la Catalogne demande l'indépendance, c'est la sécession des élites qui ne veulent plus payer pour les pouilleux du reste de l'Espagne. Et c'est la même chose dans le domaine du football. Vous avez des gens qui ont des revenus absolument hallucinants. Ils s'isolent au sens physique du terme dans d'énormes propriétés ultra surveillées par des caméras, par des gardes. Un joueur de foot comme Neymar aujourd'hui fait vivre 50 ou 60 personnes qui lui sont entièrement dévolues. Donc, partant de là, il ne peut plus y avoir ce rapport de proximité qui existait. Et ceux qui, comme moi, peut-être M. Zahim, faisait-il partie de ces spectateurs qui ont eu la chance de connaître le deuxième grand Sedan au tout début des années 2000, lorsqu'on allait au clubhouse et que les joueurs rhabillés, sortis de la douche, venaient servir des bières aux spectateurs, aux supporters, c'est un temps qui n'est plus, et c'est un temps qui a volé en éclats en quelques années, puisque aujourd'hui, même en 4e division, vous ne verrez plus les joueurs de Sedan venir boire un pot avec les supporters à la fin du match. Or, lorsque ils étaient en 1re division, les garçons auxquels on fait référence le faisaient. Donc je pense que là aussi, c'est la société qui a changé, c'est pas le football. Et il serait faire un mauvais procès au football que de lui reprocher ce que l'on constate partout ailleurs. Oui, Eric, peut-être tu veux répondre à ça. Sinon, il y a Aude qui a écrit quelque chose que je vais vous lire à tous, comme ça. Attends, peut-être répondre. Le football, c'est quand même le reflet de la société. C'est devenu de plus en plus individualiste, chacun pour soi, de plus en plus violent, parce que ça, il faut le dire aussi, je pense, je l'ai vu. Et voilà, c'est pas un peu les années 80, les années 90, les années 2000, 2001, est-ce que c'est pas un peu le reflet de la société, le football aussi, voilà, c'est... Non, je sais pas votre avis. Oui, c'est le miroir de la société, disait Eugène Sacomano. Oui, oui. Oui, on peut lui renvoyer, on peut se livrer à ce parallélisme-là qui décrit le foot dans son évolution. Il y a un avant, un après. Est-ce que c'est avant l'arrêt Bosman? Est-ce que c'est l'arrêt Bosman? Est-ce que c'est après? Bon. C'est pas tellement à cet exercice-là que je me suis livré, en fait. C'est pas tellement une analyse sociétale. Ce que je voulais montrer, c'est le décalage qu'il pouvait y avoir entre l'essence du jeu et les enjeux. Et on peut les déplorer, mais c'est pas du tout irréversible. Et en tout cas, tant qu'il restera des enfants qui jouent au foot dans la rue, vous m'avez compris, l'essentiel sera là. Qui serions-nous, qui serais-je, demandait Henri Malvinet, si j'avais peint cette toile. Un jour, il travaillait avec des malades psychotiques et il se retrouvait devant une toile. Il dit, mais qui serais-je si j'avais peint cette toile? Je serais psychotique. Qui serais-je si je gesticulais dans la rue, dans le stade avec en manipulant en écrivant des banderoles infâmes et en proférant des cris de singe? C'est un choix qui incombe à chacun et qui n'est pas seulement lié au foot. On attend des footballeurs qui soient des exemples, mais on attend de tout citoyen qui se tiennent dans une forme de pensée et qui ne soit pas le prolongement de son milieu, fût-il strass et paillettes. Donc l'exigence qui est posée et le jugement qui est posé sur le football
dans ces cas-là, il doit être posé sur n'importe qui. Vous voyez, donc, c'est une réponse comme ça en forme de ricochet. Eric, il y a donc Jean-Eudes qui nous dit « Les équipes de foot sont devenues des équipes de mercenaires, surpayés, en général qui n'ont aucun lien avec la ville du club dans lequel ils jouent, qui doivent maximiser chaque action, quitte à jouer anti-jeu. C'est pour ça que ce sport perd un peu de son âme et de son intérêt à mes yeux. » On est d'accord avec ça, Jean-Eudes, oui. Là, on parle du sport, oui. Donc du foot. Mais moi, petite réaction à chaud à ce que tu dis, Eric. Je pense qu'effectivement, on peut toujours dire, et c'est vrai que finalement, le foot ou les avatars ou les stars actuels du foot sont seulement le symptôme de la société. Mais en même temps, je pense il porte en lui-même, en tout cas en tant que système foot, avec les enjeux de l'argent, etc. Il porte aussi ses propres enjeux parce que c'est un phénomène de masse qui a sa spécificité et qui a sa propre autonomie. Donc, bien évidemment, hein, on peut toujours dire que c'est lié au capitalisme, c'est vrai, mais en même temps, il a une autonomie qui fait qu'il interagit et qui devient assez important, même déterminant dans je dirais, bon, moi je suis pas, comment dire, sur des théories de la décadence ou mais quand même sur une forme de dépérissement un petit peu justement de la société. Faut pas, comment dire, on peut critiquer le système foot en tant que tel, quoi. Hein, et c'est pas bien sûr la pureté du jeu de l'enfant et qui s'épanouit et qui ressent des joies, qui est dans un acte totalement désintéressé. Non, bon, évidemment, mais il y a effectivement le phénomène du foot qui prend le pas. Puis, vous l'avez dit à un moment donné, hein, c'est même dans la tête des enfants, malheureusement, ça vient occuper plus de place que l'idée de la pureté du jeu, quoi. Il y a une question Il y a Alain qui veut poser une question. Vas-y, Alain. Non, on ne t'entend pas. Audio. Vous m'entendez là? Ouais. Oui, là, on t'entend, oui. Oui, je disais, pour vous rejoindre, le football, c'est le sport le plus populaire au monde. Et quand on voit que maintenant, les gens qui n'ont pas de revenus, moi je suis un passionné de football, vous avez parlé de Marius Trésor tout à l'heure, moi j'ai joué contre Marius Trésor, un junior en Guadeloupe, nous étions dans la même division, donc j'ai eu sans savoir qu'il allait avoir le destin qu'il a eu, mais j'ai joué à plusieurs reprises contre lui. Bon, enfin bref, ça c'était une aparté, mais quand on voit le prix qu'on paie, moi j'ai tous les abonnements du football. J'ai même Téléfoot qui a des gros problèmes en ce moment avec la Ligue. Mais quand on voit ce qu'on paye, ça ne devient plus un sport populaire. Les gens qui n'ont pas d'argent ne peuvent plus regarder le foot. Et ça, c'est d'une très, très grande tristesse. Moi, ça me rend triste pour les gens. Moi, je connais des gens à Nouzonville où j'habite, des grands passionnés, et qui n'ont pas les moyens de regarder le football. Et ça, c'est terrible, ça, quand même, alors que c'est le sport le plus populaire. Et c'est souvent le sport de la France d'en bas, de la France, enfin du monde d'en bas même, je dirais. Donc voilà, c'est bien triste quand même. Oui, malheureusement. Qu'est-ce que tu en penses, Eric, de ça? Ouais, je pense qu'effectivement, je plaide dans mon livre pour une ou deux choses qu'on pourrait faire, tout un chacun. Qu'il y ait moins de matchs dépend de la demande du public. La demande du public baissant, il y a moins d'argent qui irrigue le football. Le football cesse d'être sous la contrainte et la pression des médias et redevient quelque chose de plus simple. Donc,
ce sont probablement des cycles. Je ne me suis pas penché sérieusement sur cette question, mais soit on achète un produit, et on l'achète, on est responsable de ce qu'on voit. C'est corrélé absolument à nos comportements, à notre vision du jeu. Le problème, c'est que les gens veulent un football de résultat, un football, il faut qu'il y ait du football tous les jours. On en revient toujours à la même question. Donc après, ça tourne un peu en rond. Qui fait le premier pas, où se trouve la vraie causalité? Est-ce qu'on peut l'arrêter? Enfin bon, c'est des phénomènes qui s'engendrent les uns les autres. Je trouve qu'au-delà de cette question du foot, moi, ce qui me paraît la plus belle question philosophique et éthique, c'est à quel moment trouvons-nous un divertissement qui soit complémentaire de la pensée? Et c'est ça finalement la vraie question. Si on nous donne à manger un spectacle en nous faisant payer qui est un spectacle qu'on trouve médiocre, très bien, ne le consommons plus. Mais donc allons au football, apprenons le football à nos enfants. Vous voyez, il y a des gestes à faire, il y a des choses simples. Le football est simple, comme le dit Marc et Alain. Et je trouve que bon, on peut bâtir effectivement des livres entiers sur les mésaventures contemporaines du foot. On n'aura pas vu encore l'essence du football et ce qui plaît encore dans le football. Et moi, je trouve que le football est encore un spectacle formidable, en dépit de tout ce qu'on a dit. Je voulais rappeler quand même que ce livre est en vente désormais dans les sites, qu'il est équipé donc une belle préface de Marc Barrault, et qu'il sera probablement aussi diffusé dès qu'elle rouvrira à la librairie Rimbaud. On va peut-être se quitter maintenant. Qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être une dernière. Au prix modeste de 18 €. 18 €, voilà, ce qui n'est pas forcément modeste, mais enfin, c'est le coût de la culture. Voilà. Donc, on pourrait le lâcher chez Rimbaud, c'est bien ça, parce que moi, c'est Internet. Ok. Dès que ça ouvre. Dès que ça ouvre, ouais. Et sinon, il est disponible aussi chez moi. Si vous m'envoyez un courrier à l'adresse que vous fournira Philippe, je peux tout à fait vous approvisionner aussi, si vous ne souhaitez pas dépendre du bon vouloir d'Amazon. Philippe, tu m'enverras son adresse par message privé. Pas de problème. Voilà. Liliana voulait prendre la parole. Il y aura un dernier mot pour Liliana. Il n'y a pas beaucoup de dames autour du football. Merci d'être là, Liliana. Pourtant, le foot féminin, il prend de l'ampleur. C'est grâce à Marc Barrault, ça. Qui fait remets le son, Liliana. Bon, Liliana, alors. D'accord. Non, c'était vraiment avec plaisir et merci pour cette conférence. Une première pour l'Université populaire à distance. Et vraiment, en Colombie, avec mes frères, je les suivais pour voir des matchs. C'est un spectacle que j'ai beaucoup aimé à travers eux. L'Amérique latine a une ADN ou une approche bien très importante par rapport au foot, avec les mêmes dérives qu'ici, etc. Mais il y a vraiment quelque chose de très, très charnel par rapport au football. Mais en tout cas, ce que j'ai beaucoup apprécié dans cette conférence, c'est cette traduction et ces entrées par les philosophes, par la question sociale, etc. Et ça, c'était vraiment passionnant. Et également parce que j'ai trouvé beaucoup des choses en commun avec l'art, avec la marionnette et l'art. Et cette magie de l'instant, c'est-à-dire qu'en marionnette, il faut maîtriser la technique, la technique, il faut être des très bons praticiens et techniciens. Mais au moment où vous jouez, il y a une magie qui s'opère ou pas. Et il y a cette beauté du geste qui est effectivement, on a senti les choses ou on ne les a pas senties. Donc, c'est peut-être une comparaison abusive, mais j'ai trouvé beaucoup d'éléments proches et également la relation avec l'enfance. Et il y a, je pense, Marc Barrault qui a parlé
de Maradona. Et effectivement, cette grâce qu'il a toujours eue, et d'ailleurs, son nom a toujours été El Pibe de Oro, et El Pibe, ça veut dire enfant, voilà. Donc c'est très agréable cette soirée, merci. Merci de ta question et de ta remarque, ton appréciation me touche beaucoup. Les entrées philosophiques, c'est du plaisir pour moi. En tout cas, ça me nourrit. Sur le rapprochement que tu fais entre l'art et le football, évidemment, c'est une vaste question, mais je peux simplement dire que dans mon esprit, il y a au moins une cohérence à l'intérieur même de l'œuvre du plus grand philosophe contemporain de langue française, Henri Maldinet, puisque cette notion de sentir décrit un concept grec qui est aïsthesis. Aïsthesis veut dire en gros la sensation. Et ce qui donnera cette philosophie du sentir qui tranche avec toutes les philosophies de la conscience de son siècle. Et je dis ça parce que aïsthesis a donné aussi en français esthétique, qu'en général on trahit en traduisant philosophie du beau ou théorie du beau. Et je comprends très bien que toi, tu fasses le rapport entre le sentir dans la manipulation des marionnettes et ce qui se passe sur le terrain quand on joue ou qu'on regarde le football. C'est tout à fait un phénomène organique similaire, même si évidemment, le match de football n'est pas une représentation, c'est une présentation. Il s'agit d'être présent. Hein. Voilà. Ok. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, peut-être peut-on en rester là, en vous remerciant beaucoup, hein, parce que j'ai appris plein de choses en répondant à cette question posée par Philippe, que je remercie encore. Voilà, je vais vous laisser. On va... Alors, donc un petit mot avant de partir. Donc merci bien sûr à tout le monde. Mais Eric, vraiment, c'était passionnant. Je pense qu'on pourrait refaire d'autres séances en essayant de mobiliser encore plus. Mais bon, on était déjà plus de 20 personnes. Donc, c'est pas mal pour une première. La semaine prochaine, on va peut-être, si vous en êtes d'accord, faire un atelier philo en ligne comme ça, sur Zoom. Donc, ça sera limité à 15 personnes, une quinzaine de volontaires. Donc, j'espère que Eric pourra aider une autre éventuellement. Donc... Il faudra qu'on définisse un thème. Et puis, je compte un peu me reposer aussi. Voilà. Bon, bah, écoutez, bonne soirée à tous. Alain, un petit mot de la fin. Vas-y. Je ne sais pas. Merci Eric pour ta participation, pour cette intervention assez enrichissante, très enrichissante pour l'Université populaire. Et on espère te revoir à nouveau pour un autre débat. Mais autour du football, ça m'a vraiment passionné. Je n'ai pas posé beaucoup de questions, mais j'ai beaucoup réfléchi à ta proposition sur le thème dans tous les cas. J'ai beaucoup réfléchi parce que je suis un Antillais qui aime aussi le football, comme Liliana, Sud-Américain, on aime le football, c'est notre battement de cœur. Donc, bonne soirée à toi et puis à bientôt. Merci pour l'Université populaire. À bientôt. Merci, au revoir tout le monde. Au revoir. Jeudi prochain, c'est la journée mondiale de la philosophie. Sous l'égide de Donc, on fera pas l'adresse, moi, chez le livre. Cet atelier de pratique. Oui. N'oublie pas d'envoyer l'adresse, moi, chez le livre. Voilà. Achetez mon bouquin, il est en ligne partout. J'enverrai un chèque, moi. Je t'enverrai un chèque. Moi, je t'enverrai un chèque à l'adresse que vous m'indiquez. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Voilà, ce sera mieux. Merci. Bonsoir tout le monde. Ciao, ciao, plus, à plus. Bonsoir tout le monde. Merci. Au revoir. Ouais, à plus. Ciao. Ciao, ciao. Évidemment. Là, je préfère le direct quand même, un contact, moi. Oh là, c'est dur.